Eh bien voilà, il est 13h30. Merci à vous de nous rejoindre donc après cette matinée. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cet après-midi. Petit rappel des thèmes qui ont été tenus ce matin après une première session de cadrage sur le bilan de l'action de la Fondation LISEA pour la biodiversité, s'agissant notamment des données socio-économiques et scientifiques d'autre part. Une deuxième table ronde concernant l'amélioration des connaissances naturalistes, et nous enchaînons donc cet après-midi avec vous, Lise Dechet, vous êtes responsable de la Fondation LISEA Biodiversité, ainsi que Hélène Collat, qui est chef de projet au Muséum national d'histoire naturelle, s'agissant de la question de la restauration des milieux naturels, qui est l'autre thème ou l'un des autres thèmes effectivement principaux qui est porté par la Fondation. Alors pour commencer avec vous, Lise, est-ce que vous pouvez nous faire un éclairage sur les projets qui ont été soutenus par la Fondation d'une part, et puis voir comment est-ce que ceux-ci se sont ventilés sur la région concernée par la ligne à haute vitesse? Oui, absolument. Alors, on va commencer tout de suite avec une présentation de la répartition territoriale des projets soutenus sur cette thématique de restauration de milieux. Donc, on peut voir que la Fondation a accompagné 23 projets portant sur la restauration des milieux naturels, sur les 102 soutenus sur la globalité de son action. Ce qui représente à peu près un quart du financement de la Fondation, avec une part importante pour les projets portant sur le milieu agricole et les zones humides. On en reparlera un petit peu plus tard. Un indicateur également significatif, c'est la part du financement de la Fondation dans ces projets, qui représente un peu plus de la moitié. Juste une petite requête en régie, est-ce qu'on peut avoir les slides qui s'affichent? Ça va arriver, visiblement. Ça va arriver. Pas de problème. Des aléas du direct. Pour rappel, dans le cadre des appels à projets lancés par la Fondation, les cofinancements faisaient partie des critères de sélection qui étaient demandés de travailler pour les porteurs de projets. Toujours dans une optique de sécuriser sur le long terme les actions soutenues. Donc il est assez rare que la Fondation est accompagnée en tant que seul partenaire des projets. Donc la part de 50% du financement est un indicateur assez intéressant en soi. Une vraie volonté de pérenniser dès le départ effectivement les actions soutenues. Tout à fait. Donc vous apercevez sur la cartographie la répartition territoriale des projets qui se trouve sur l'ensemble des 6 départements avec en revanche une répartition un peu moins large que les projets portant sur l'amélioration des connaissances que nous avons présentés ce matin. Pour aller dans le détail des actions soutenues, nous avons accompagné 2 projets multidépartements, 8 projets multisites. C'est la raison pour laquelle il y a sur cette carte plus que 23 points identifiés et 13 projets portant sur un site spécifique. L'intégralité des actions soutenues portant sur la restauration des milieux sont localisées sur de petites surfaces. À titre d'exemple, plusieurs dizaines d'hectares, un étang, un marais, un linéaire de haies ou encore une surface de pelouse calcicole. On en verra un exemple tout à l'heure. Enfin, une précision sur la répartition territoriale des projets. La Gironde n'est concernée que par 2 projets, un projet à l'échelle départementale et un projet qui se passe sur plusieurs départements. Alors, concernant les indicateurs qui nous ont permis de restituer un bilan socio-économique, on peut indiquer la mobilisation de 484 personnes sur ces projets de restauration de milieux, ayant donné lieu à 10 embauches spécifiques sur la réalisation de ces actions. On note également une valorisation des actions dans le cadre de 245 événements qui ont été organisés pour près de 10 000 personnes, c'est assez notable. Et proportionnellement au nombre d'actions soutenues, la restauration de milieux est la thématique qui a
toucher le plus de public dans le cadre de ces actions de valorisation. Alors c'est assez cohérent finalement, puisque dans le cadre d'opérations de restauration, il y a une animation de terrain qui est possible sans être soumis à des contraintes de perturbation d'espèces. Je pense au projet de conservation qu'on abordera un peu plus tard dans la journée. Facilement mobiliser du monde autour de la restauration de milieu, bien sûr. Effectivement... Ok, ça se comprend effectivement. Voilà. Et enfin, dernier indicateur intéressant, ces projets ont donné lieu à la publication de 113 articles ou publications scientifiques. Alors, plus précisément, dans le cadre de l'évaluation, juste revenir à la diapo précédente, dans le cadre de l'évaluation menée par le muséum, 22 projets ont été analysés, donc ce qui représente un tiers des projets effectivement analysés dans le cadre de l'évaluation scientifique. On en parlait juste avant, une part importante de ces projets se sont déroulés en milieu agricole ou dans les milieux en lien avec l'eau, donc zones humides, les milieux portant sur les groupes d'espèces poissons ou encore les milieux aquatiques. Dans une moindre mesure, on a aussi touché des groupes d'espèces tels que les chiroptères ou les pollinisateurs. Et donc, dernier point notable, mais je vous l'ai indiqué déjà, ce sont des projets en général qui se trouvent sur des sites très localisés. Alors, juste une petite question, pourquoi 22 seulement sur 73? À moins que vous l'ayez dit, ça m'a échappé. Alors, 22 sur 73. 73, c'est le nombre de projets analysés par le muséum. Oui. Dans ces 73 projets, il y en a 22 qui ont concerné la restauration des milieux. Et du coup, pourquoi si peu? Alors, sur les 102 projets soutenus par la Fondation, on en a 23 qui concernent la restauration de milieux. D'accord. 22 qui se retrouvent effectivement. Ok, ça y est, d'accord. Je comprends. D'accord. Donc, ma question n'est pas justifiée. Je comprends. Elle est tout à fait justifiée. Comme ça, on y voit clair. D'accord. Voilà. Ok. Effectivement, c'est clair. J'en ai fini pour la présentation des indicateurs. D'accord. Et donc, du coup, ça nous donne la possibilité de passer la parole à Hélène. Hélène, vous êtes là? Je suis là. On entend votre petit clic de souris à chaque fois qui dit « Je suis là » avant que vous ne preniez la parole. Ah, pardon. Donc, non, je vous en prie, ne vous pardonnez, il n'y a aucun souci. Merci d'être avec nous encore cet après-midi. Donc, je souhaitais effectivement vous interroger sur le bilan scientifique donc, de ces opérations de restauration des milieux. Savoir effectivement, là encore, la méthodologie que vous aviez appliquée et puis les résultats que vous en avez tirés. Oui, alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin, en fait, à la vue des données qui étaient disponibles pour l'étude sur les résultats, la proportion et le nombre de projets analysables scientifiquement a été un indicateur en soi. Donc, on a regardé dans le détail les étapes scientifiques minimales de réalisation des projets qui visaient à la restauration du milieu. Donc, ça va de l'état des lieux et des connaissances initiales à l'atteinte des objectifs en passant par l'inscription dans un plan d'action ou un plan de gestion. Et on constate ici aussi que la plupart des projets qui ont été soutenus par la Fondation suivent cette démarche globale et sont plutôt bien structurés. Et on retrouve encore une fois les mêmes problématiques un peu que ce matin sur la thématique de la connaissance, qui est les difficultés sur la mise à disposition des données publiques dans des bases de données standardisées et sur l'analyse des résultats et de la comparaison de l'état de la biodiversité avant et après projet. Alors, diapositive suivante. Donc, pour illustrer un peu les résultats qu'ont pu donner les projets financés et l'impact que ça a eu sur le territoire sur cette thématique de la restauration, vous avez ici 4 exemples donc, qui sont différents des 2 autres qui vous seront présentés juste après cette présentation. Donc, en milieu agricole, par exemple, au sein de 8 unités bocagères en Poitou-Charentes, il y a 4 km de haies qui a été plantée avec environ 7000 plants. Une autre action en zone humide, ça a été une prairie humide agricole qui a été restaurée avec l'introduction de vaches angus et une gestion adaptée par la suite. Pour les espèces qui concernent les pollinisateurs, il y a eu 330 hectares de jachères apicoles qui ont été plantés et 1156 hectares de plantes mellifères sur 2 ans pour un projet.
Et enfin, pour les chiroptères, il y a eu la réalisation d'aménagements favorables donc à ces espèces sur un ancien moulin, avec l'isolation de combles ou encore la création de pièges à chaleur. Donc voilà, ça c'est juste une petite partie des résultats qui ont pu être extraits sur la restauration des milieux, mais vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats sur le rapport qui vous sera mis à disposition à la fin de la journée. Donc, ce qu'on peut retenir sur la thématique de la restauration, c'est comme Lise l'a bien expliqué, c'est que ces projets sont sur des zones très localisées, sur des micro-sites, même si elles sont réparties sur l'ensemble des 6 départements. Il y a 50% des projets qui se situent sur des ZNIEF, donc des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et sur des zones Natura 2000. Et parmi ces projets situant sur les zones Natura 2000, il y en a plus d'1 sur 2 qui est aussi sur des sites du Conservatoire du littoral ou des conservatoires d'espaces naturels au sein de parcs naturels régionaux ou de parcs naturels marins. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que c'est assez en cohérence avec le type d'action qui est associé à ces espaces, puisque derrière, il y a des structures avec des gestionnaires professionnels qui sont en charge de restaurer ces milieux. Et puis, c'est aussi lié au type de milieux qui sont principalement concernés par ces actions, les milieux agricoles et les zones humides. Le dernier point à soulever sur cette thématique, c'est que ça vous sera illustré par la suite, c'est qu'il y a une réelle difficulté à pérenniser les résultats de l'action une fois que le milieu a été restauré. Et c'est là où les formations sont importantes pour avoir une action dans la durée et que la restauration d'un milieu ne repose pas uniquement sur un financement ponctuel ou sur une structure en tant que telle. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez la pérennité des résultats ? Eh bien, c'est qu'une fois qu'un milieu a été restauré, donc un type milieu ouvert, par exemple, si on ne continue pas d'entretenir le milieu et d'avoir des mesures de gestion, le milieu peut se refermer naturellement et on perd l'effet bénéfique qui a été apporté en restaurant ce milieu. D'accord, mais vous aurez des exemples concrets avec les pelouses calcicoles juste après. D'accord, bah effectivement. Alors à ce moment-là, on va passer directement à cet exemple concret qui verra peut-être d'y voir plus clair. Néanmoins, avant de passer donc la parole à Philippe Blondeau, donc, qui est chargé de mission éco-phyto et biodiversité au sein de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, juste une petite précision pour vous qui nous regardez. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous faire passer vos questions, vos remarques, toujours par l'interface qui est à votre disposition, donc juste à côté de cet écran vidéo sur lequel nous sommes diffusés sur vos écrans. Donc voilà, n'hésitez pas, au fil de l'eau, nous on les reçoit et puis on s'en fait l'écho, je m'en fais l'écho auprès donc des intervenants au terme de leurs interventions. Donc chose promise, chose due. Donc Philippe Blondeau, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Parfait, merci à vous d'être là cet après-midi. Donc sur le projet donc, qui a été soutenu par la Fondation Lisea Biodiversité et que dont vous êtes le porte-parole, enfin pas de la Fondation, du projet qui a été soutenu, entendons-nous, pour la mise en place de bandes fleuries favorables à la biodiversité sur les bords de champs de plaines céréalières. Est-ce que vous pouvez nous expliciter donc, les actions que vous avez menées pendant toutes ces années ? Oui, tout à fait. Déjà, merci à la Fondation Lisea Biodiversité de nous permettre justement de revenir sur ce projet-là qui a mobilisé beaucoup de partenaires, beaucoup d'agriculteurs pendant 4 ans. Et donc oui, je vais vous présenter effectivement ce projet-là. On peut peut-être lancer le diaporama. Allons-y. Je ne le vois pas. Mais bon, de toute façon, pour vous dire que, et vous pouvez même passer à la diapositive. Oui. Et on le voit, et normalement, donc les personnes qui nous regardent également. Ok, vous pouvez rester sur cette diapo-là, tout à fait. Donc ce projet qu'on a baptisé création d'infrastructures agroécologiques favorables à la biodiversité floristique et faunistique en plaine céréalière. Donc il a visé en fait à mettre en place un réseau d'exploitation et de démonstration donc sur le territoire traversé par la LGV Tours Bordeaux, pour plusieurs raisons. D'une part, il nous semblait vraiment très important de pouvoir accompagner les agriculteurs dans la gestion globale de l'exploitation
en y intégrant les volets agriculture, paysage et biodiversité. Bon, voilà, on a commencé donc en 2013 et donc il était vraiment très important de commencer à avoir un petit peu un laboratoire au niveau de ce vaste territoire. Une autre action, c'était de tester effectivement, vous l'avez rappelé, les implantations de bandes fleuries et d'observer leur capacité d'accueil des mélanges testés, donc pour accueillir les auxiliaires de culture. Et enfin, l'idée, c'était aussi, bien sûr, de diffuser les connaissances acquises, les enseignements, les expériences acquises tout au long de ce programme. Alors, si vous me permettez juste, Non, si vous pouvez préciser ce que vous appelez les auxiliaires de culture, je ne suis pas sûr que tout le monde soit au fait. D'accord, ben ce sont en fait des insectes qui vont avoir un pouvoir de régulation sur ce qu'on appelle des bioagresseurs de culture. Ça peut être par exemple des coccinelles, voilà, c'est pour qui vont elles aller manger des pucerons qui vont se trouver dans des blés, par exemple. Très bien, c'est noté. Voilà, et je reviendrai tout à l'heure sur les différentes familles que l'on a observées dans le cadre de ce projet. Donc, pour revenir à l'objectif, donc ce projet, en fait, ce projet, donc, il a été piloté par la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Il a mobilisé 7 partenaires techniques, donc c'est-à-dire les 6 chambres d'agriculture traversées par la LGV Tour Bordeaux, donc Indre-et-Loire, les 4 départements de Poitou-Charentes et la Gironde. Il a mobilisé aussi le semencier local de notre région, à savoir Jouffret-Driot, qui est un partenaire financier localisé dans le département de la Vienne, à proximité de l'INRA de Lusignan. Et nous avons également mobilisé des experts entomologistes, spécialisés notamment sur les auxiliaires de culture. Donc ce projet, il a été financé à hauteur quasiment de 50% par effectivement la Fondation Lycéa Biodiversité, et il a obtenu les cofinancements d'une part des différents partenaires techniques, mais également du ministère de l'Agriculture via les programmes régionaux de développement agricole et rural, et puis des collectivités telles que les départements des Deux-Sèvres, de Charente-Maritime et du programme Agrifaune également. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, l'objectif... Ah, je ne vous vois plus. Attendez. On s'est perdu. Est-ce que vous me voyez? Je vous entends. Ah, sauf que moi, je ne vois plus. Ah, c'est pas vrai quand même. Vous voyez plus vos slides? Alors, attendez, je reviens. Parce que nous, on les voit. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent Alors, aussi, a priori. Ce qui est étonnant, c'est que je vois mon ordinateur, mais c'est tout. Éventuellement, reprenez vos slides. Si vous voyez que votre ordinateur, votre écran. Donc, en fait, c'était pour vous parler de l'objectif. Donc, l'objectif effectivement principal de cette action, c'est de mettre en place les couverts végétaux favorables aux auxiliaires des cultures. Donc, les auxiliaires des cultures, effectivement, ce sont des insectes sauvages qui permettent la régulation naturelle des ravageurs des cultures, mais aussi des pollinisateurs. Voilà. Et donc, pour atteindre cet objectif, en fait, on a identifié 4 grandes actions. La première étant de proposer aux agriculteurs un mélange de semences adaptées au territoire, donc composées d'espèces fourragères telles que des graminées, des légumineuses, mais aussi d'espèces sauvages locales de plantes à fleurs. Il fallait aussi que ce mélange ait quand même un coût relativement acceptable pour les agriculteurs. La deuxième action, c'était d'accompagner les agriculteurs dans la mise en place de ces couverts, via différentes actions comme de la formation et des diagnostics d'exploitation. Troisième action importante, c'était d'évaluer la capacité de ces couverts justement à pouvoir accueillir les auxiliaires des cultures et de réaliser un certain nombre de suivis agronomiques, botaniques, entomologiques des différentes bandes qui ont été semées.
Et enfin, la dernière action, comme dans tout cadre, comme dans tout projet, c'était de communiquer largement à la fois sur les schémas d'aménagement que nous avons construits, enfin co-construits, j'allais dire, avec les agriculteurs, et diffuser les différents résultats obtenus, soit au travers de journées techniques mises en place par les conseillers des chambres d'agriculture sur les parcelles de démonstration, ou alors à l'occasion d'événements comme celui-ci. J'ai eu l'occasion notamment en 2017, 2018 et 2019 de pouvoir présenter les résultats de ce projet et sa genèse lors de différents colloques régionaux ou nationaux. Alors, on va rester sur cette diapo-là que je ne vois toujours pas pour vous présenter le premier point qui concerne le mélange de semences. Alors, ce mélange de semences, il a été en fait conçu localement, donc avec les partenaires du projet, c'est-à-dire les 6 chambres d'agriculture, le semencier Jouffret Driot et les entomologistes, donc que je vais citer parce que c'était très important qu'ils soient avec nous. Donc, il s'agissait de Véronique Sartou de Cirfis Agro-Environnement et de Johanna Villeneuve de Flore Insectes, qui nous ont vraiment aidés justement à composer ce mélange. Alors, ce groupe de travail avait défini déjà un certain nombre de priorités vis-à-vis de ce mélange. Il fallait qu'il soit pour nous pérenne et avec des semences locales. Il fallait qu'il soit adapté aux différents contextes des plaines céréalières des 6 départements, ce qui n'était pas déjà gagné d'avance. Qu'il offre en fait ce mélange, effectivement, des zones d'alimentation et de refuge pour nos petites bêtes, qu'il soit compatible avec la politique agricole commune lors des déclarations PAC, et notamment dans le contexte des surfaces d'intérêt écologique, les fameuses SIE, et qu'il ait un coût attractif pour les agriculteurs, je l'ai déjà dit, donc un coût qu'on avait estimé autour de 200 € de l'hectare, sachant que de toute façon, ce mélange a été fourni ensuite gracieusement aux agriculteurs qui l'ont bien voulu le semer. Donc le mélange au départ, il était constitué d'une quinzaine d'espèces. On avait identifié une quinzaine d'espèces d'intérêt, mais on l'a ramené en fait ensuite à 6 parce qu'on voulait quand même des espèces locales et qu'il fallait quand même que Jouffret Driot puisse le concevoir. Donc les 6 espèces que l'on a mis dans le mélange, donc il y avait du dactyle, de la luzerne, du trèfle violet, de la grande marguerite, de l'aquilée millefeuille et du millepertuis. Donc il a été remis ce mélange gracieusement aux agriculteurs du projet au printemps 2016, et donc les semis se sont échelonnés entre le printemps 2016 et même le printemps 2019, une fois même après que le projet était terminé. Il faut savoir que pendant certaines années, on a eu quand même des périodes de levée difficiles ou d'implantation difficiles, ce qui a conduit certaines bandes à être ressemées. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Philippe, je vous invite juste à faire attention à votre timing. Ouais, je vais aller assez vite là. D'accord. Donc là, la deuxième diapo, donc on est sur la partie formation normalement. Oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc cette deuxième action donc concerne effectivement la formation des agriculteurs. Les agriculteurs de ce réseau donc ont tous suivi une formation de 2 jours en 2015, donc qui visait à se familiariser avec les principales familles d'auxiliaires de culture, connaître les pratiques favorables à leur développement sur leur exploitation, et à mettre effectivement en œuvre un schéma d'aménagement des bandes fleuries qui soit cohérent avec l'environnement paysager de l'exploitation des agriculteurs. Donc, et pour en fait assurer la mise en place cohérente des bandes fleuries sur les exploitations des agriculteurs volontaires, donc on a mis un diagnostic environnement et paysager donc a été réalisé chez ces agriculteurs-là, et c'est la méthode du diagnostic IBIS qui a été retenue pour le faire. Donc diapo suivante. Donc cette diapo, si vous l'avez à l'écran, elle présente les différents éléments qui ont été abordés en formation. Je ne vais pas forcément y revenir
dans le détail, hein, qui s'est déroulé donc sur 2 jours, avec une journée plutôt en salle, où effectivement on revient sur l'identification des différents auxiliaires de culture, sur leur biologie, sur les méthodes de développement favorables à leur implantation. Et puis donc 2 demi-journées qui ont été réalisées sur le terrain, environ un mois et demi d'intervalle, pour justement que les agriculteurs puissent se familiariser encore plus à l'identification de ces ravageurs, de ces auxiliaires, enfin d'identifier aussi des ravageurs évidemment, mais en tout cas de bien pouvoir identifier les différents les auxiliaires de culture sur le terrain. On peut passer à la diapo suivante. Et sur cette diapo, donc normalement vous devriez voir une cartographie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà, donc sur cette diapo, vous avez un exemple en fait de cartographie des éléments paysagers et de la localisation des bandes qu'on a réalisé chez les agriculteurs suite au diagnostic d'exploitation. Et donc c'était vraiment important que là on est plutôt en formation individuelle, de le faire comprendre qu'on ne pouvait pas non plus implanter des bandes semées comme ça, quoi. Donc il fallait bien déjà regarder où est-ce qu'on avait des éléments trame verte de connectivité pour envisager l'implantation au mieux de ces bandes. Et donc au total, on a eu 23 diagnostics qui ont été réalisés. Donc vous pouvez passer à la diapositive suivante, où là en fait je présente grosso modo le réseau de démonstration. Donc ce qui était convenu, c'est que chaque partenaire des chambres d'agriculture identifie dans son département 3 exploitations dans lesquelles seraient implantées les différentes bandes fleuries et qui feraient l'objet des suivis agronomiques, entomologiques, floristiques. Et donc ça, tout au long, en fait, de la durée du projet, c'est-à-dire sur 4 ans, et à partir du moment où la bande avait été semée. Et donc ce qui nous a permis de récolter, enfin de capitaliser au fur du temps, justement, toutes ces données que j'ai capitalisées dans un fichier Excel, une petite base de données, mais en fait voilà qui nous a permis de réaliser un certain nombre de synthèses à la fois à l'échelle du projet, mais aussi pour que les agriculteurs qui étaient entrés dans le projet puissent en bénéficier chacun individuellement. Diapo suivante. Alors, vous avez ici une diapo qui présente le projet, le réseau tel qu'il est en fin 2018, fin de l'année 2018. Donc, on a en fait 44 agriculteurs volontaires qui sont impliqués dans le projet, donc sur les 6 départements. Ce réseau, en fait, il a permis d'implanter plus d'une centaine de bandes fleuries en place, soit 57 hectares, donc qui ont été implantés entre 2016 et 2018. Alors je crois que sur la diapo il y a une coquille, hein, c'est pas plus de 100 hectares, c'est plus d'une centaine de bandes fleuries implantées qui représentent 57 hectares de bandes implantées entre 2016 et 2018 sur des largeurs qui sont très variables, de 3 mètres, 6 mètres. Et ces bandes, elles ont été implantées ou bien en périphérie en bordure de parcelles, ou bien, mais alors ça c'est plus rare, en intercalaire, ce qui pour nous est quand même beaucoup plus intéressant, et en tout cas dans les perspectives, si on doit faire ce genre d'exercice, de proposer en tout cas de la mise en place de bandes fleuries, plutôt aller sur des bandes intercalaires. Et donc les suivis entomologiques et floristiques ont été réalisés sur les 18 exploitations donc du réseau de démonstration, dont 3 en lycée agricole, et notamment une forte mobilisation du lycée agricole de Melle, dans les Deux-Sèvres, qui a fortement travaillé, contribué, diffusé et valorisé tout ce qu'on en a pu engendrer, capitaliser comme résultat sur ce projet-là. Diapo suivante. Donc là, cette diapo vous précise un petit peu plus on va
va dire, le cahier des charges, les procédures de suivi de différentes bandes, hein, de tests. Donc en fait, on avait élaboré, encore une fois, donc tous ensemble, hein, un certain nombre de protocoles. Donc ces fiches, elles font partie des livrables du projet. De mise en place, de suivi. Donc voilà, donc on a réalisé différents passages d'avril à septembre sur les bordures de semis pour justement identifier quels étaient les insectes que l'on a pu piéger au travers, par exemple, d'un dispositif, comme vous voyez sur la diapositive, de piège corné. Donc en fait, les insectes vont se faire piéger dans ce piège, et donc on les récupère via un petit flacon dans lequel ils vont tomber. Puis ensuite, il y a des identifications qui se font ensuite au laboratoire ou au bureau. Alors on l'a fait tous ensemble avec notamment les différents conseillers. Voilà. Et donc sur cette diapo, vous voyez aussi, donc on a fait des focus sur un certain nombre de familles d'auxiliaires présentes. Donc les araignées, les chrysopes, les coccinelles, les hyménoptères parasitoïdes, les staphylins et les cirphes. Donc c'était vraiment, on a plutôt fait un focus sur ces familles-là, en lien aussi donc toujours avec les entomologistes spécialistes. Donc des suivis botaniques ont été réalisés, là aussi pour suivre en fait l'évolution de la flore semée, mais aussi des adventices dans les parcelles. Et puis on a recueilli à chaque fois les pratiques agricoles, soit qui étaient mises en place dans la parcelle cultivée adjacente, ou soit dans les bordures semées. Alors, diapositive suivante. Je suis désolé, je suis obligé oui. là encore de vous demander de conclure, parce qu'on arrive au bout du temps qui vous était imparti, et on l'a même déjà dépassé. Ah d'accord, ok. Bon, en fait, ce que l'on peut dire en fait en termes de conclusion, c'est que on a effectivement pu observer déjà dans ces bandes une grande diversité de cortèges d'insectes, mais aussi en fait des observations de chevreuils, de lièvres, d'outardes. Par contre, on n'a pas pu regarder, et ça c'était pas l'objet du sujet, des services écosystémiques encore difficiles à percevoir. Et donc en fait tout ce qui a été mobilisé au cours de cette étude, c'est-à-dire des supports pédagogiques, des protocoles de suivi, des résultats, des témoignages, tout ça on va pouvoir s'en servir maintenant, et on s'en sert déjà pour sensibiliser les agriculteurs, les conseillers sur l'intérêt des IAE, sur l'information. On a beaucoup travaillé avec les lycées agricoles, justement sur la reconnaissance d'auxiliaires et sur les pratiques agricoles favorables à leur développement. C'est aussi échanger entre pairs sur la thématique des IAE et les intérêts de l'échelle de l'exploitation, donc à quelle échelle on doit les développer, ces IAE. Et puis par contre, c'est aller beaucoup plus loin sur le développement des connaissances sur le service rendu par la biodiversité fonctionnelle, où là, à mon avis, on a encore pas mal de choses à acquérir. Je vous remercie. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Et pour vous remercier, on a plein de questions. Alors, ceux qui nous sont parvenus effectivement par les personnes qui nous regardent. D'ailleurs, je vais prendre la première de ces questions. Donc, est-ce que vous avez fait appel ou est-ce que vous avez reçu le soutien de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPIE, et c'est une question de Bruno Fillon de Poitou-Charentes Nature. Non, je me souviens pas qu'on ait reçu le soutien financier de technique plutôt. L'Office pour les insectes et leur environnement, a priori, serait plutôt soutien technique. Vous n'avez pas été en lien avec eux? Non, je me souviens pas à l'époque. Alors, il faut dire que moi, j'ai récupéré le projet quand même 1 an après sa mise en œuvre. Mais je me souviens pas que. Alors, c'était peut-être prévu qu'il soit au tout début du projet, et après. Mais en tout cas, quand il s'est agi de se réunir à chaque fois, cette structure-là n'était pas présente. Très bien. Bon, écoutez, en tout cas, merci de l'information. C'est vrai que ça montre aussi le fait que parfois, plusieurs acteurs peuvent travailler sur le même sujet ou des sujets qui sont connexes sans avoir connaissance les uns des autres. C'est bon, ça, c'est toujours le problématique. Après, c'est clair que Poitou-Charentes Nature Environnement, on a beaucoup travaillé avec eux sur le réseau des ENI, enfin des effets non intentionnels sur les phytos, qui est mis en place dans le cadre de la surveillance biologique du territoire. Donc il y a pu y avoir des liens aussi peut-être entre ces deux projets, Très bien. ces deux études.
Ok, c'est noté. Je vous remercie de ces éléments de réponse. Moi, la question qui me venait aussi, c'était de savoir quelle méthodologie vous aviez utilisée pour choisir les agriculteurs. Est-ce que ce sont vous qui les avez choisis, déterminés? Est-ce que ce sont eux qui sont venus? Un peu des deux ou... En fait, d'abord, on s'est effectivement appuyé sur les agents des chambres d'agriculture qui étaient impliqués dans le projet. Et on leur a demandé effectivement d'identifier des agriculteurs. Alors, soit ils faisaient déjà partie d'un réseau accompagné en fait par ces chambres d'agriculture et sensibilisés, ou en tout cas souhaitant être sensibilisés aux questions de biodiversité et d'agriculture. Certains faisaient aussi déjà partie des réseaux AgriFaune. Alors j'ai parlé du réseau AgriFaune qui vise à travailler de concert entre agriculteurs et chasseurs à la mise en place d'environnements favorables aux petits gibiers et aux auxiliaires des cultures. Tout ça, c'est très lié, en fait. Le projet AgriFaune et le projet LISEA étaient très liés. Et donc, en tout cas, sur les départements, notamment des Deux-Sèvres et de la Charente, on s'est appuyé sur des agriculteurs de ces réseaux-là. Très bien. Lise? Et justement, Philippe, est-ce que vous pouvez nous faire un point d'actualité sur l'implication aujourd'hui des agriculteurs qui ont participé à ce projet? Où en sont-ils dans leur implication dans ce qui a été mené? Alors, ce que je sais, alors je le sais pas pour les 44 exploitants agricoles qui étaient impliqués dans le projet. Donc, en tout cas, c'est que, en tout cas pour à mon avis, une grande majorité d'entre eux, en tout cas pour ceux que je connais dans la Vienne et les Deux-Sèvres, les bandes fleuries sont toujours sont toujours installées. Donc il y a vraiment un intérêt justement, ils ont trouvé vraiment un intérêt à les poursuivre en fait, à poursuivre leur entretien, peut-être à en implanter d'autres. Il y a aussi un certain nombre d'agriculteurs qui étaient dans ces réseaux-là et qui se sont réunis pour constituer un collectif qu'on retrouve dans les réseaux Défi et Cofito pour travailler justement ces sujets-là, donc le sujet de la biodiversité et des aménagements favorables à la biodiversité en agriculture, notamment dans les Deux-Sèvres, mais ça vient aussi beaucoup. Là, je parle que de la partie, que de la filière grande culture, mais il y a aussi un engouement de plus en plus sur ces bandes-là en viticulture, par exemple. Et donc notamment avec les collègues de Gironde, on y travaille de plus en plus. Il faut savoir aussi que toute cette question de la mise en place de bandes fleuries, mais aussi de couverts végétaux favorables à la biodiversité dans le cadre plus général, est traitée dans le cadre du programme AgriFaune Nouvelle-Aquitaine que je copilote avec la Fédération régionale des chasseurs, où on a là aussi un réseau très important d'agriculteurs et de chasseurs qui s'est même déployé. Enfin, voilà, on a passé le cap des 6 départements traversés par la LGV, et on sent de plus en plus que même au niveau national, je le vois par exemple dans le cadre du réseau mixte technologique biodiversité, ça s'appelle Bioreg maintenant, cette question des aménagements paysagers, que ce soit des haies, mais enfin les blancs de fleuris notamment. C'est vraiment une thématique à renforcer pour pouvoir déployer massivement les acquis et les expériences que l'on a pu nous mettre en œuvre, en tout cas identifier au niveau local, quoi. Très bien. Alors, on a des questions s'agissant des mélanges que vous avez développés, de savoir effectivement s'ils se sont avérés efficaces, et notamment dans le cas de la concurrence vis-à-vis des adventices. Alors, on a 2 questions qui sont quasiment identiques sur ces aspects-là. Donc, le mélange, et de voir comment est-ce que ça avait permis de lutter contre le développement de des adventices. Alors en fait la première année on s'est aperçu souvent que les couverts levaient mal, et effectivement il y avait beaucoup d'adventices, mais souvent 6 à 18 mois après on avait quand même vraiment des couverts végétaux qui étaient vraiment très intéressants, et qui justement où les flores que l'on avait semées, les espèces que l'on avait semées
avait pu quand même se développer de façon très intéressante. Donc, faut faire attention, c'est effectivement pas la première année qu'on va pouvoir voir des choses faramineuses. Ensuite, dans notre mélange, bon, j'ai plus les chiffres en tête concernant la proportion de chacune des espèces, mais il s'est avéré qu'on avait peut-être mis un petit peu trop de légumineuses et de graminées fourragères qui elles ont pris en fait. Alors bien sûr, elles pouvaient étouffer, elles avaient un effet envahissant contre les adventices, mais par contre, elles pouvaient aussi faire en sorte que le développement des espèces florales locales voilà, pouvait leur nuire. Donc il faut aussi retravailler un petit peu sur la proportion des différentes espèces. Et en tout cas, on peut regarder aussi ce qui s'est réalisé d'un point de vue national dans différents projets nationaux. Je pense à Muscari ou à d'autres, où justement toute la question des mélanges, enfin des espèces dans les mélanges, de la proportion de chaque espèce, la proportion de graminées, légumineuses et de plantes à fleurs. Voilà, c'est à travailler. Alors, dernière question et rapidement, hein, parce qu'on a déjà débordé, mais néanmoins c'est en connexion directe effectivement avec le fait que vous soyez chargé de mission éco-phyto. Est-ce que vous avez pu mesurer des effets en réduction de la consommation de pesticides liés au fait de l'utilisation, enfin au développement de ces bandes enherbées et notamment de la part des agriculteurs qui étaient concernés? Alors, au dire des agriculteurs que nous avons enquêtés, donc notamment au travers d'une enquête qui avait été réalisée en 2017 par des étudiants de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, oui, les agriculteurs, en tout cas, sur ces bandes fleuries-là, ont quasiment supprimé l'usage des insecticides, notamment des insecticides. Attention. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut dire. Après, on l'a pas quantifié, on l'a pas chiffré en termes de gains économiques. Et quand je vous disais tout à l'heure que ce qui nous manque vraiment, c'est d'avoir des éléments quantifiables sur les services écosystémiques rendus, voilà, il y a à la fois le service de régulation, comment en fait ces auxiliaires de culture vont avoir un impact favorable sur les bioagresseurs des cultures, mais aussi comment, d'un point de vue économique, l'agriculteur se retrouve. Donc là, c'est des sujets qui vont être traités plutôt dans les années à venir, voilà, au travers de différents programmes nationaux. Et tout à l'heure, je vous parlais du RMT, donc le réseau mixte technologique Bioreg, dans lequel nous aussi, au niveau de la Chambre régionale d'agriculture, on est présent et on souhaite, en tout cas, s'impliquer. Et vous parliez tout à l'heure des réseaux défis et Cofito. On est en train de réaliser à ce sujet-là une grande enquête au niveau, en tout cas pour la Nouvelle-Aquitaine, de la prise en compte par les agriculteurs de ces collectifs du levier biodiversité pour réduire l'impact des produits phytosanitaires. Très bien. Merci beaucoup Philippe et bravo pour ce projet effectivement rondement mené. On va maintenant prendre en duplex donc Julien Brancy-Forti. Julien, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Donc Julien, qui est responsable de l'antenne de la Vienne du Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous. Et vous allez nous présenter donc le projet qui a été soutenu par Fondation Lisea Biodiversité concernant la restauration de pelouses sèches sur les départements de la Vienne. Nous sommes tout oui. Voilà, merci à vous. Donc en préalable, je voulais remercier la Fondation Lisea pour le soutien apporté à ce projet et également Lise pour l'organisation et la sollicitation à l'occasion de ce colloque. Donc ce programme, effectivement, il a été porté par le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, qui à l'époque, on était avant la fusion des régions, donc qui à l'époque était un conservatoire du Poitou-Charentes. Voilà, donc vous avez le titre sur la diapositive. Les pelouses sèches de Poitou-Charentes, un patrimoine méconnu à proximité de l'agglomération de Poitiers. Voilà, diapositive suivante.
Alors, on parle de pelouse sèche, mais dans un premier temps, pour les participants au colloque, peut-être il s'agit d'apporter quelques précisions, quelques généralités. Donc, pelouse sèche, évidemment, on ne parle pas des pelouses de rond-point ou de celles qu'on peut trouver dans les jardins des zones pavillonnaires, mais bel et bien d'une formation végétale toute particulière qui peut être décrite par des phytosociologues. Donc, une première définition, c'est de dire que ces pelouses sèches, ce sont des formations herbacées, donc dominées par des graminées, peu denses, qui se développent sur des sols vraiment très pauvres, agronomiquement peu intéressants en règle générale. Donc les botanistes, les phytosociologues se sont attachés à les décrire depuis maintenant de longues années et ont identifié plusieurs composantes en fonction de la composition floristique de ces pelouses. Donc on distinguera le xérobromion qui correspond à de la pelouse très sèche, du mésobromion qui est de la pelouse moyennement sèche. Bon, voilà, c'est un petit peu technique, mais je pense que beaucoup de participants sont déjà au fait de ces subtilités. Par contre, ce qu'il est très important de dire, c'est que, alors certes, on parle d'habitat naturel, mais c'est que ces habitats naturels ne doivent leur existence que à la main de l'homme. C'est bel et bien l'homme qui, par la valorisation qu'il faisait jadis des terrains, notamment des terrains en pente, a permis l'expression de ces habitats naturels si particuliers. Alors, bon, on a dit que c'était des formations qui se développaient sur des sols squelettiques, très caillouteux, souvent exposés plein sud, sur des coteaux bien pentus. Voilà, donc clairement, il s'agissait de terrains qui faisaient partie des terres pauvres, qu'il était difficile de cultiver, de labourer, et donc depuis des temps immémoriaux, en tout cas depuis que l'agriculture existe et que l'homme a cherché à valoriser ces espaces, finalement les usages étaient assez peu nombreux. Pendant longtemps, on les a valorisés en y plantant de la vigne. Depuis le phylloxéra qui a touché le pays au début du XXe siècle, en fait, les surfaces de vigne ont considérablement diminué dans le département de la Vienne, dans le Poitou, même si historiquement c'était une production importante. Et donc ils ont été pour beaucoup reconvertis en pâturage maigre qui était notamment utilisé pour les chèvres, pour les ânes. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui appartient au passé désormais, et c'était dans le cadre d'une agriculture vivrière, clairement. Voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, au-delà de l'explication de la présence encore aujourd'hui de ces espaces, il faut préciser que ces enjeux, qui font l'objet d'un programme soutenu par la Fondation l'ISEA Biodiversité, effectivement, sur le plan de la biodiversité, sont tout à fait remarquables. Notamment les habitats de pelouse sèche dont j'ai parlé tout précédemment, le xérobromion, le mésobromion, correspondent à des habitats extrêmement intéressants, riches et menacés au niveau européen. D'ailleurs, ils sont considérés comme d'intérêt communautaire et inscrits à ce titre dans une annexe de la directive européenne Habitat Faune-Flore. Donc, ce sont vraiment des hotspots de biodiversité qui accueillent une faune et une flore particulièrement remarquables et menacées également. Voilà, on pourra rentrer dans les détails à la fin du diaporama si certains le souhaitent. Par contre, ce qu'il faut également indiquer, c'est que ces habitats sont extrêmement menacés aujourd'hui. Alors, autant ils ont été façonnés par la main de l'homme dans le cadre d'un élevage très très extensif, autant le contexte que l'on connaît depuis maintenant plusieurs décennies, avec une crise aiguë de l'élevage, fait que beaucoup de ces anciens pâturages maigres ont été abandonnés. Et donc, progressivement,
voilà, l'abandon du pâturage a eu pour conséquence un fort embroussaillement de ces fameuses pelouses. Voilà, des fourrés s'y sont développés et progressivement des boisements. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, leur surface est réduite clairement à peau de chagrin. Au-delà de ce qui constitue la cause principale de diminution drastique des surfaces de pelouse sèches, c'est également une perte d'habitat liée un petit peu à l'expansion humaine. Donc on peut parler de l'expansion des zones des constructions. On peut aussi avoir d'autres usages peu compatibles comme le motocross, voire même la plantation de chênes truffiers qui peut impacter aussi ces espaces. Voilà. Donc voilà, je l'ai dit. Donc aujourd'hui, dans le département de la Vienne, dans le Poitou et d'une manière générale en France, comme au sein de l'Union européenne, ces fameuses pelouses sèches sont vraiment extrêmement menacées et sincèrement, il n'en reste aujourd'hui plus grand-chose par rapport à ce qui existait il y a encore quelques décennies. Très bien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais vous demander peut-être d'aller un petit peu plus vite parce que le temps passe vite. D'accord, ok. Et je crois savoir que vous avez pas mal Très de bien, slides. je vais adapter. Merci. Je vais adapter. Voilà, donc dans le cadre du projet soutenu par la Fondation, nous nous étions attachés à mener des actions de restauration sur 2 sites à proximité de Poitiers. Alors ces sites ont une particularité qui est en lien direct avec la nature de la structure dans laquelle je travaille, qui est un conservatoire d'espaces naturels. Donc ces sites sont effectivement en grande partie en propriété foncière du Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc on a des surfaces 14 hectares, 23 hectares, et voilà. Et clairement, le fait d'être propriétaire de ces espaces, ça apporte de très nombreux avantages par rapport à la pérennité de ces actions. Diapositive suivante. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc on peut dire que ces sites sont distants de quelques kilomètres. Alors ils s'insèrent dans une trame verte et bleue qui est discontinue en ce qui concerne les pelouses sèches. On a vraiment une structure en pas japonais avec des petits jalons entre ces 2 sites d'importance, petits jalons de micro-patchs de pelouse qui permettent, avec quand même quelques difficultés, aux espèces, notamment espèces animales, de transiter d'un site à l'autre. Alors, on va rentrer dans la présentation des actions réalisées dans le cadre du programme soutenu par la Fondation, donc de 2013 à 2017. Donc, les actions s'organisaient suivant 3 axes. Alors, si on peut revenir à la diapositive précédente, cela dit. Il me semble qu'il devait y en avoir. Non? Bon, bah écoutez, c'est que l'ordre a peut-être été bouleversé par ma faute. C'est pas grave. Donc, on peut revenir à... Voilà. Donc le programme s'articulait suivant 3 axes. Un axe de connaissances qui représentait à peu près un quart du montant financier du programme. Un axe d'action de restauration qui était quasiment les 3 quarts et de façon vraiment beaucoup plus anecdotique des actions de valorisation. Donc le premier axe de connaissances, donc on a réalisé des suivis naturalistes et des diagnostics sur ces sites de pelouse. Voilà, donc notamment des suivis de papillons de jour, donc suivis de repas de serre suivant des protocoles standardisés. Donc les résultats ont été intéressants. Alors, bon, il se trouve que les études qui ont été menées en 2015 ont montré une diminution de pas mal d'espèces de papillons qui étaient considérées parmi les espèces patrimoniales. Donc, c'était plutôt consécutif à l'absence de gestion avant le démarrage du programme. Donc le regret que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est de n'avoir pas programmé plus de suivi et notamment un suivi en début de programme et un suivi à la fin du programme, ce qui aurait été plus pertinent. Enfin, voilà, ça fait partie des choses qu'on pourra améliorer pour une prochaine fois. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Alors, le cœur du programme, c'était vraiment de restaurer des habitats de pelouse calcaire. Et donc, on l'a dit, c'est la principale menace qui pèse sur ces pelouses, c'est leur embroussaillement. Donc, alors, plusieurs techniques sont utilisables pour réhabiliter et restaurer ces habitats. Donc, une première technique, c'est le débroussaillage. Alors, le débroussaillage, il peut être fait de façon manuelle avec des débroussailleuses à dos. Donc là, on a une petite illustration d'un état avant-après travaux d'une action qui a été menée dans le cadre du programme. Voilà. Alors, il faut aussi préciser que ces opérations de débroussaillage donc génèrent de très importants volumes de rémanents. Donc voilà, les résultats de la coupe des fourrés qui envahissent ces pelouses. Et donc là, dans l'exemple qui est donné, on avait pu valoriser ces rémanents en les passant dans un broyeur de branches, donc qui a produit du broyat, qui a été ensuite valorisé auprès d'un paysagiste local pour pailler des plantations. Autre technique utilisée, c'est le débroussaillage mécanique. Alors, il faut savoir que c'est assez compliqué de trouver des solutions techniques adaptées. Donc là, en l'occurrence, on avait un petit peu expérimenté une solution qui s'est avérée plutôt intéressante, à savoir une intervention avec un tracteur forestier qui a vraiment dégrossi le gros du débroussaillage en poussant et en arrachant tous les fourrés, donc les pruneliers, les cornouillers, en les arrachant, et ensuite on a opéré des finitions manuelles avec, là encore, avec une débroussailleuse à dos. Et donc, tous les résultats de cette coupe ont été placés en bord de parcelles sous forme de tas longitudinaux, donc des andins, qui offrent des abris pour la petite faune et qui peuvent permettre à des linéaires de haies de se reconstituer petit à petit. Voilà, donc en analyse critique, en tout cas en analyse et en comparaison des deux méthodes, donc on peut dire que finalement il n'y a pas de solution mécanique aujourd'hui totalement adaptée à l'entretien de pelouse, et notamment du fait de la difficulté à exporter les produits de coupe, ce qui est vraiment très important pour l'écologie de ces habitats, donc du fait souvent d'une topographique particulière, on est souvent sur des secteurs en pente. Donc les solutions mécaniques, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent, entre guillemets, d'attaquer du plus gros, en tout cas des endroits où les forêts se sont développées de façon plus importante, mais on peut la mettre en œuvre que sur des surfaces relativement planes et pas trop accidentées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pour restaurer des habitats de pelouse, finalement, on peut en revenir aussi aux bases en tout cas à l'action de l'homme qui les a générées, à savoir le pâturage. Sur ces sites, en fait, aujourd'hui, on n'a quasiment plus de pâturage. Donc, un des volets du programme, c'était justement de permettre un retour à ce pâturage, donc via des installations, des aménagements pastoraux, donc la pose de clôture qui n'existait plus sur ces sites, et également la construction d'abris pour les animaux. Voilà, donc on a quand même des linéaires importants de clôture qui ont été créés, avec 1,6 hectares de parcs nouvellement créés. Alors voilà, alors en soi, on ne peut pas considérer la pose de clôture comme une action de restauration avec des résultats immédiats sur l'habitat pelouse sèche, mais par contre, c'est quelque chose qui va permettre très rapidement la restauration de ces pelouses sèches. Mais par contre, évidemment, c'est indiqué sur la diapositive, pour être efficace, cette action nécessite aussi la présence d'animaux. Enfin, dernier volet du programme soutenu par la Fondation, c'était la tenue d'animations grand public, donc une par an a été réalisée sur les sites. Alors voilà, on a des thématiques variées qui ont été adoptées. Donc on voit que la participation, elle a été assez variable en fonction des thématiques, en fonction de la localisation des sites.
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il doit y avoir une animation. Voilà. Donc en fait, en cours de programme, on s'est aperçu que on avait du mal à mobiliser à attirer du monde à ces animations sur le site qui était le plus distant de l'agglomération de Poitiers. Et donc on a dû partir sur des thématiques beaucoup plus grand public, de façon à être plus attractif. Et effectivement, ça a porté ses fruits. Voilà. Par contre, avec le recul, là, on avait vraiment un tout petit volume financier qui était alloué à ces animations. Finalement, vu le coût modeste de ces animations, aujourd'hui, j'éprouve le regret de ne pas en avoir mené beaucoup plus. Voilà, ça aurait pu être intéressant pour mieux sensibiliser les acteurs locaux. Très bien, et ben, merci beaucoup. Diapositive suivante. Ah, vous... Oui. Ah, non, il reste encore conclure parce que là, on dépasse sérieusement. Très vite. Donc simplement l'occasion de dire que ce programme a été l'occasion de monter de très nombreux partenariats avec des acteurs locaux, des riverains, des associations et singulièrement aussi avec les collectivités qui nous ont emboîté le pas et qui aujourd'hui aussi ont poursuivi le partenariat avec nous. Voilà. Diapositive suivante. Voilà. Alors, très rapidement, une petite analyse critique. Voilà, au final, un peu plus de 4 hectares de pelouse restaurée ou en voie de l'être, mais pour autant, c'est pas le simple fait de les avoir débroussaillés qui fait que leur préservation va s'inscrire dans la durée, puisqu'il va falloir les entretenir très régulièrement maintenant. Donc voilà, on a vu aussi que ces actions n'étaient pas données, puisqu'on avait des coûts à l'hectare qui étaient conséquents. Alors là, j'ai une petite animation un petit peu provocatrice de dire mais finalement pourquoi est-ce qu'on s'évertue à entretenir à grands frais des habitats de pelouse, on pourrait aussi les laisser en libre évolution. Diapositive suivante. Finalement, ce qu'il faut dire, évidemment, c'est que ces habitats menacés, certes, ils doivent leur existence à la main de l'homme, mais ils sont aujourd'hui le siège d'une très importante biodiversité. Et le simple fait voilà, si on abandonne les pelouses sèches aujourd'hui, ça signifie également qu'on abandonne, quoi. On observera sans détour la disparition claire et nette de très nombreuses espèces animales et végétales qui sont vraiment inféodées à ces habitats qui clairement sont aujourd'hui devenus peau de chagrin. Est-ce qu'il y a vous avez fini? Il me semble, je crois qu'il y avait une... Parce que j'avais une question du coup, mais qui est en rapport, mais vous me dites si vous préférez... Posez-la tout de suite, à la limite. Pardon? Non, vous pouvez la poser tout de suite. Non, mais effectivement, la question, c'est est-ce que vous avez fait une analyse de cycle de vie? Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser au sens strict ce terme ACV, mais par rapport au fait que, certes, s'il n'y a plus de pelouse sèche, on a une perte de biodiversité pour celles qui l'occupent actuellement, mais finalement, si on laisse la nature faire, finalement, et un embroussaillage se refaire, vous évoquiez même le fait qu'il y avait des arbres qui revenaient, est-ce que ce n'est pas à l'avantage d'autres espèces, et finalement, globalement, est-ce qu'on ne trouverait pas un avantage à laisser filer? Alors, c'est peut-être une question complètement novice, mais en même temps qui me vient naturellement, parce que tout à l'heure, vous évoquiez le coût de traitement à l'hectare. Moi, je serais tenté de vous dire, pourquoi vous ne rajoutez pas la variable temporelle, coût à l'hectare à l'année? Parce qu'au final, ça peut durer longtemps comme ça, et le fait est que les budgets ne sont pas forcément à rallonge, on en a parlé tout à l'heure. Alors, je vous rassure, c'est pas du tout une question de novice. Bien au contraire, c'est une question qui nous préoccupe, nous, gestionnaires d'espaces naturels et typiquement les personnels des conservatoires d'espaces naturels. C'est une question qui nous préoccupe au quotidien. On sait que la nature a horreur du vide. La libre évolution, c'est aussi un choix de gestion. Ces fameux patchs de pelouse sèche, si on les laisse aller sans la main de l'homme, effectivement, on a un habitat forestier qui se développe dessus à moyen terme. Les habitats forestiers sont aussi le siège d'une biodiversité qui peut être tout à fait intéressante.
On est d'accord là-dessus. Par contre, les habitats forestiers qui se développeraient sur ces secteurs-là sont aujourd'hui extrêmement bien représentés dans le département de la Vienne, justement du fait de cette déprise agricole qui fait que jadis on avait voilà, une grande majorité des coteaux calcaires qui étaient occupés par des habitats de pelouse sèche avec une flore très particulière qui aujourd'hui sont justement en habitat boisé de chênes pubescents. Donc en fait, l'habitat boisé de chênes pubescents, on pourrait considérer ça comme de la biodiversité aujourd'hui banal. Et par contre, ce qui reste encore sur les fameux habitats de pelouse sèche, eh ben, on est vraiment clairement dans de la biodiversité d'exception aujourd'hui, à laquelle, eh bien, comme les parcelles, comme les surfaces sont modestes, ça vaut le coup de s'accrocher. Voilà. Et puis enfin, une toute dernière remarque, c'était aussi que cette action par le retour du pâturage, hein, on était vraiment sur des sites qui étaient en milieu périurbain, au-delà du bénéfice pour la biodiversité, ça avait été vraiment générateur de liens sociaux et ça me semblait important de le signaler, puisqu'on avait pu finalement remettre des animaux en pâturage à proximité immédiate de grandes villes. Et on a c'est une action qui a été énormément appréciés, les sites sont parcourus par des promeneurs et finalement pour des petits citadins, quelque part, je pense que ça présente aussi, c'est aussi de la sensibilisation que de leur montrer que la nature peut être pâturée parfois par des animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, tels que des brebis, des chèvres. Merci Julien donc, pour la présentation de votre projet de restauration de pelouse sèche. Alors juste avant que l'on passe donc à la dernière session qui est consacrée donc à l'avifaune et aux chiroptères, je voudrais revenir avec vous, Lise et Hélène, qui doit toujours donc être avec nous en duplex de Paris. Vous êtes toujours là, Hélène ? Je suis là. Oui, dans la continuité de la question que je posais à Julien, effectivement, là je vois que la séquence est intitulée « Restauration des milieux naturels ». Alors certes, ça a peut-être un aspect un peu philosophique, mais on a eu quand même une question tout à l'heure qui est passée par rapport à la plus-value des actions menées par rapport à des territoires qui sont conservés, conservateurs du littoral ou divers conservatoires qui existent. La question de la restauration des milieux, elle pose question par rapport à la renaturation, à la conservation. Quels sont les choix que vous avez, comment est-ce que vous avez sélectionné les projets finalement que vous avez financés ou que vous avez contribué à financer au vu finalement de leur bénéfice environnemental, soit d'un point de vue conservatoire, soit restauration, soit renaturation. Et ça c'est pour Lise plutôt la question. Et puis pour Hélène, ce serait plutôt effectivement d'un point de vue scientifique, selon vous, est-ce qu'il y a matière à pouvoir arbitrer selon tel ou tel mode quelque part de laisser aller ou au contraire de restaurer, de conserver tel que la main de l'homme a modifié un paysage? Comment est-ce que scientifiquement on arrive à établir, si c'est possible, ce qu'il y a de mieux à faire? Alors déjà, premier élément de réponse pour Lise. Alors pour la Fondation, déjà, et ça fait partie du travail qu'a réalisé Hélène, un des enjeux de la Fondation, c'était d'essayer de soutenir des actions qui répondaient à des enjeux des territoires concernés. Donc sur les actions de restauration comme pour les autres thématiques soutenues, on a essayé d'aller vers des projets qui portaient des actions qui visaient les enjeux bel et bien réel sur les territoires. Après, on avait aussi un objectif qui était, et Hélène l'a rappelé ce matin, de cibler des actions majoritairement dédiées aux espèces bénéficiant de plans nationaux d'action, par exemple. Donc typiquement, Julien évoquait les suivis, notamment sur les papillons. Si on fait le lien, si une restauration d'un milieu concerne une espèce bien spécifique ciblée par un PNA, la Fondation pouvait, à ce moment-là, dans la phase d'instruction et de sélection des projets, trouver particulièrement pertinent d'aller accompagner ce type d'action, par exemple. D'accord, je comprends. Et vous, Hélène, d'un point de vue scientifique, votre éclairage sur la question? Effectivement, ça rejoint déjà beaucoup le fait effectivement qu'une espèce donc utilisatrice ou occupant le milieu en question soit effectivement... Voilà, l'habitat naturel. L'habitat naturel justifie effectivement qu'on le conserve du coup et qu'on ne le laisse pas filer de manière naturelle, entre guillemets.
Oui, c'est ça. Pour ce qui est des espèces qui sont menacées ou quasi menacées, en danger, qu'on souhaite conserver, dans la plupart des cas, enfin, l'une des principales menaces qui pèsent sur ces espèces, c'est l'altération de leur habitat. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il faut agir pour restaurer le milieu qui peut être manquant. Et comment choisir, enfin, faire ces choix, c'est là où les programmes existants dans les politiques à différentes échelles, du local, au régional, au national jusqu'à l'européen et même au niveau mondial, il y a des documents qui existent et qui planifient justement ces informations. L'exemple un peu qui peut être marquant et bien montrer ça, c'est les schémas régionaux de cohérence écologique et la trame verte et bleue à l'échelle nationale et qui est aussi à l'échelle européenne, qui là identifie clairement des zones de corridors à restaurer ou de réservoirs pour de biodiversité pour justement maintenir ces continuités écologiques. Très bien. Écoutez, merci à vous deux pour ces éléments de réponse. Merci à nos deux porteurs de projet d'avoir été avec nous sur cette séquence donc, de cette journée de restitution. Merci à vous.